Ce livre est l'histoire d'une jeune fille qui s'enfonce dans le désert à la recherche des bédouins et aussi d'elle-même. J'étais à l'époque jeune étudiante en ethnologie et je voulais faire une thèse sur l'économie pastorale. On les appelle les enfants des nuages parce qu'ils nomadisaient dans le désert le plus aride de la Mauritanie où les pluies n'étaient pas régulières. Donc pour savoir où étaient les pâturages, ils avaient des guetteurs qui regardaient le ciel et suivaient les masses de nuages prometteuses de pluie, parfois jusqu'à 300 km à l'intérieur du désert, pour aller voir où est-ce qu'il avait plu, donc où est-ce qu'il y allait avoir des pâturages. Ils revenaient ensuite au puits où les gens étaient réunis pendant l'été et ils décidaient qui allait partir où en fonction de ces pâturages. Pourquoi est-ce que j'avais choisi ce sujet? À cause d'un professeur rencontré à l'université de Nanterre, qui était mauritanien, et qui m'avait dit il y a des pasteurs très intéressants, ils n'ont pas été étudiés, ils s'appellent les Ergebat. En réalité, c'était un piège, parce que le monsieur était en fait membre du Front Polisario. Or, moi, je ne savais même pas à l'époque qu'il y avait encore les Espagnols au Rio de Oro, on l'appelait le Rio de Oro. Je pensais que la colonisation était finie. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que les Ergebat étaient totalement impliqués dans cette histoire. Et c'est donc en toute innocence que je suis arrivé à Nouakchott et que je suis allé voir les autorités en leur disant voilà, je viens pour faire des recherches sur l'économie pastorale des Ergebat. Immédiatement, j'ai été considéré comme suspect par les renseignements généraux qui ont instauré une filature, on pourrait dire, puisque j'ai été suivi sans le savoir pendant toute la durée de mon périple. Je me suis aperçu au bout de quelques temps, à Nouakchott, que mon projet était très difficile à réaliser. Il venait d'y avoir pratiquement 10 ans de sécheresse. Les chameliers avaient perdu tous leurs troupeaux, ils étaient pour la plupart sédentarisés autour des villes. J'ai fini par apprendre qu'il existait quand même quelques campements encore en activité, mais qu'ils étaient à 1000 km de la capitale, dans des endroits quasi inaccessibles, et mes hôtes morts, puisque j'habitais dans des familles mortes depuis mon arrivée, m'ont fortement déconseillé d'y aller. Mais je suis têtu. J'ai rencontré d'autres Ergebat qui, au contraire, m'ont encouragé à poursuivre mon projet après m'avoir dit, texto, les Ergebat sont en guerre. Donc j'ai découvert que j'étais venu étudier une population en guerre, ce qui n'était pas du tout mon projet initial. Ils m'ont invité à rencontrer les fondateurs du Front Polisario, qui étaient des jeunes gens qui étaient à Nouakchott pour essayer de convaincre le président de la République mauritanien de ne pas s'engager dans cette guerre. Et là, j'ai découvert que la situation était absolument explosive au Sahara occidental, où les Ergebat étaient nombreux, et que c'était en leur sein que finalement s'était organisée la lutte de libération. Ils m'ont donné des lettres de recommandation et je suis parti vers le nord, dans l'espoir d'atteindre ce campement qui, au fil de mon voyage, est devenu quasi mythique. À chaque étape de mon voyage, j'ai été reçu dans des familles Ergebat qui immédiatement m'ont mis en relation avec des membres du Front Polisario qui étaient en Mauritanie, plus ou moins clandestinement. C'est là, au cours de ce voyage, que j'ai appris l'essentiel, les fondements de ce qui a été ensuite ma connaissance de la Mauritanie et qui m'a permis beaucoup plus tard, quand j'ai pu commencer la rédaction de ma thèse, qui a porté finalement plus sur l'histoire d'Ergebat que sur les Ergebat contemporains, de lire toutes les sources que j'ai lues avec un autre regard, et ça c'est essentiel. 20 ans plus tard, en 1993, j'ai publié une première version de mon récit de voyage. À l'époque, j'ai travaillé avec Thierry Marchès, qui était aux éditions du Seuil, en charge des ouvrages de sciences humaines. Le livre précédent était centré sur la découverte de son terrain par une jeune ethnologue, avec en fond une interrogation sur qu'est-ce qui fonde la connaissance scientifique en ethnologie, puisque finalement il s'agit d'expériences personnelles, de relations avec des gens, avec une culture, avec un pays. J'ai voulu revenir sur cette expérience en l'examinant à la lumière des 47 ans d'expérience que j'ai eu ensuite, et il m'est apparu qu'il serait peut-être intéressant de reprendre ce texte, de l'augmenter, de l'annoter, d'y remettre les noms réels des gens, parce que dans la première version j'avais mis des pseudonymes,
de manière à lui donner une valeur de témoignage historique dans un contexte où il y a très peu de livres sur l'histoire contemporaine de la Mauritanie comme du Sahara occidental. Cette nouvelle version permet d'éclairer toute la complexité de ce moment de déchirure de la société des grands nomades ouest-sahariens qui vont basculer quelques mois plus tard dans la guerre, une guerre qui n'est toujours pas finie puisque même si la Mauritanie s'en est retirée 4 ans plus tard, elle est encore d'actualité.